Ça, c'est difficile à l'éprouver. C'est vrai qu'il faut bien qu'ils justifient tout ce temps où ils ont travaillé comme des cuisiniers dans un atelier de mécanique. Excuse-moi. Hein. On lui demande la modique somme de 9 900, quasiment 9 900 €. Je ne vais pas faire une généralité nationale, mais il faut reconnaître quand même que quand tu payes plus cher, tu es encore moins enclin à accepter l'amateurisme. En étant plus sollicité et en ayant ces problèmes de conception, eh bien ton moteur explose. Et ça, tu regardes les forums, il y en a plein. Lorsqu'il a du soleil, c'est pas trop un problème d'aller charger mes capacités en batterie. Lorsqu'il n'y a pas de soleil, bah ça devient un peu plus compliqué. Lorsque je fais mes montages vidéo, eh bien j'utilise par exemple la Delta 2 Max ou éventuellement une River Pro pour pouvoir consommer, parce que l'ordinateur consomme quand même pas mal de courant. Il doit consommer à peu près 100 Wh en fait, hein. Donc ça va quand même relativement vite à descendre mes capacités en batterie. Donc je laisse les panneaux solaires dédié donc à mon power kit pour que le soir j'ai le courant nécessaire, et pour compenser pour même utiliser mon ordinateur, j'utilise plutôt une EcoFlow, une batterie additionnelle. Alors ces batteries que j'utilise pour faire ce montage, eh bien, il faut bien les recharger également. Auparavant, quand j'ai un surplus de soleil, j'utilise donc les panneaux du camping-car qui sont sur le toit et ceux qui sont sur le côté du bâtiment pour recharger le power kit, et quand le power kit est plein, eh bien je recharge mes batteries additionnelles. Là, dans la mesure où le soleil est à peine, la lumière est à peine suffisante pour charger mon power kit, eh bien j'utilise un panneau solaire, voire 2 panneaux solaires EcoFlow. Le câble passe par le trou, donc par un trou que j'avais créé à l'intérieur, et tu vois, la batterie, elle est là. Et alors, à combien je suis? Je suis à 78%. Ça veut dire que je l'ai mise en charge hier, elle était vide. Je suis à 78% avec un panneau comme celui-là. Je peux en brancher 2 comme ça sur le... Donc là, il n'y a pas de soleil. Hein. Là, il y a 0 soleil, il va pas tarder à pleuvoir. Mais mon panneau est prêt. Sitôt qu'il y aura un peu de soleil, alors il est prêt, il n'est pas orienté, je ne le tourne pas là, je l'ai orienté parce que le soleil il va arriver derrière mon caméraman quand le soleil va sortir. Et sitôt qu'il y aura une éclaircie, eh bien je vais profiter de la recharge, même si c'est 2 heures ou 3 heures, c'est pas grave. Je vais profiter de la recharge pour pouvoir continuer à remplir ma Delta 2 Max. Et une Delta 2 Max, elle va me permettre quand même de travailler un bon moment à raison de 100 watts, tu vois. Là, j'ai plus de 2000 watts. Donc, ça va me durer 20 heures, en fait. Hein. Voilà, je vais pouvoir travailler 20 heures complètes. 20 heures, 24 heures, 22 heures, hein, selon, parce que 100 watts, c'est pas constant. Hein. C'est souvent maximum à 100 watts. Moi, je l'évalue à 100 watts maximum. J'ai une deuxième batterie, c'est la River Pro. Et la River Pro, elle va me permettre de faire, de faire la liaison hein, au moment où cette batterie-là est vide et que je veux continuer à faire du montage pour une autre vidéo. Eh bien, j'ai une River qui est ici et qui, elle, est rechargée par mon deuxième réseau Delta Pro. Donc ça, ces Delta Pro-là sont raccordés aux 1600 watts de panneau. Elles sont à 100%. Celle-ci, elle a été chargée donc par les Delta Pro et elle est bien sûr également à 100%. Donc là, celle-ci, maintenant, je vais la récupérer et je vais aller la mettre dans le camping-car et ça va me permettre de pouvoir travailler sans consommer le courant du camping-car, en fait, le courant du Power Kit EcoFlow. Le Power Kit EcoFlow est en cours de recharge et je vais éviter de taper dedans pour que quand j'arrive le soir, je sois à 100%. J'en profite pour te dire que les offres d'automne EcoFlow se terminent le 16 octobre. Donc, il te reste 3-4 jours, là, 2-3 jours, pour pouvoir faire tes achats. Si toutefois tu avais prévu d'acheter quelque chose, chez EcoFlow, tu as mon code promo qui vient
en supplément des promotions. Hein. Donc profites-en, tu utilises mon code, tu utilises mon lien et mon code et tu peux bénéficier d'une remise supplémentaire. Je crois qu'actuellement, ça doit être 10%. Hein. Il me semble que tu bénéficies de 10%. Ce sera noté là de toute façon. Hein. Mais je crois que c'est 10% en plus des promotions, ce qui est quand même pas mal. Je vais te relater aujourd'hui quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je l'ai relaté plusieurs fois. Je vais parler des moteurs déjà. Alors, pour commencer, je vais te relater une expérience d'un abonné qui est devenue forcément notre expérience puisque on est tous confrontés à ça par rapport à l'implication que j'avais dans cette démarche. J'ai filmé un véhicule il y a maintenant quasiment 6 mois. C'était un Frankia motorisé par un V6 Mercedes de 2007, sur lequel on n'a pas encore l'électronique qu'on a aujourd'hui, hein, je le précise. Je vais voir le véhicule, je le filme, on le fait tourner, il ronronne, putain, il marche impeccable, le truc et tout, il n'y a pas de problème. À la fin de la visite, le propriétaire de ce véhicule ne fait pas l'entretien chez Mercedes. Donc il fait l'entretien dans un garage annexe et je vais te dire franchement, c'est pas plus mal. On en parlera ensuite, c'est pas plus mal. Déjà c'est prohibitif chez Mercedes et en plus c'est pas toujours bien fait. Bon. Toujours est-il qu'au moment où moi je filme le véhicule, il y a le voyant d'entretien qui est allumé. Et donc moi je lui dis, ce voyant d'entretien, pour moi il faut absolument le faire éteindre. Hein. On ne peut pas le laisser allumer parce que le véhicule est entretenu. Moi ça m'enquiquine de proposer un véhicule avec un voyant allumé. Bon. Du coup je sors mes valises, j'ai les deux. J'ai Carly, j'ai ma petite clé Carly et ensuite j'ai ma valise que je branche sur n'importe quel véhicule aujourd'hui. Hein. D'ailleurs le Sprinter en question est dedans, hein, il est listé dedans. Mais ni ma clé Carly, ni ma valise n'arrivent à éteindre le voyant. Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder au système informatique, à chaque fois ça se déconnecte. C'est un peu étrange en fait. Le problème, c'est que du coup, je ne peux pas éteindre le voyant. Je ne peux pas éteindre le voyant et je dis à Christian, il faut absolument faire éteindre ce voyant. Donc voilà, chez Mercedes, où tu veux, mais il faut l'éteindre. On n'en parle plus du voyant en fait. Hein, voilà. On essaie les touches, il y a une combinaison de touches, on essaie les touches, ça ne répond pas en fait. On a l'impression que le système ne veut pas répondre. Ça, c'est important pour la suite. Parce que je pense que les problèmes sont reliés un petit peu à ça, on en rediscutera plus tard. Ça passe, de toute façon il faut passer le véhicule au contrôle. Donc Christian prend rendez-vous et il emmène au contrôle. Sur le trajet du contrôle, avant d'arriver au contrôle, il tombe en réserve. Et tout de suite après, le véhicule se met à marcher moins bien. Ça veut dire qu'il perd de la puissance et il avance plus en fait, en clair. Il avance plus, il a plus sa puissance. Christian se demande ce qui se passe, il m'appelle, il dit je suis désolé, voilà, on n'arrive pas. Le problème il est là, le véhicule n'avance pas, donc Christian se dit j'ai dû tomber en réserve et du coup il devait avoir des merdes dans le carburant peut-être, et c'est ces cochonneries qui ont occasionné la perte de puissance. C'est ce que lui il croit, mais lui il n'est pas mécanicien, Christian. Hein. Christian, lui, il est utilisateur, c'est pas lui qui fait la mécanique, il ne connaît pas la mécanique. Donc lui, il suppose. Et il l'emmène chez Mercedes. Il l'emmène chez Mercedes, alors je te préciserai exactement l'endroit, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de me tamponner un procès. Je préciserai la région, la ville, et puis tu feras ta déduction toi-même. Hein. C'est un groupe, hein, je peux te dire. Hein. C'est un groupe, on retrouve des Mercedes de la même enseigne, parce que Mercedes c'est la marque, mais c'est une enseigne de concessionnaire jusqu'à Paris, tu vois. Donc c'est quand même une enseigne assez connue. Hein. La première chose qu'ils font, Christian leur relate le problème. Et eux, ils foncent droit dans ce que Christian a dit. Ça veut dire que Christian dit c'est passé en réserve, et puis le véhicule s'est mis à moins marcher. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une recherche, avant toute chose, hein, ils font une recherche sur le carburant. Donc, ils font un prélèvement de carburant, ils l'envoient à expertiser. Ça veut dire, ça devait durer une semaine, hein, le truc. Il envoie à expertiser, donc il reçoit les résultats, et le carburant, il est clean, en fait. Il est clean. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que sur une voiture, c'est pas comme sur une moto.
Hein, et d'ailleurs, je dirais que même les nouvelles motos aujourd'hui, hein, les anciennes motos, tu avais un robinet, une mobilette, tu as un robinet, et au moment où tu passes sur réserve, bah, tu tournes le robinet et tu passes sur réserve. Ta moto, elle commence à octer. Il y a eu ensuite des motos qui tombaient sur réserve où tu avais encore le robinet à tourner. Les dernières motos, c'est terminé. La réserve, c'est un voyant en fait. Ça veut dire que c'est un niveau. On a le niveau du réservoir. Ben, le niveau du réservoir, il est bas, il passe sous la réserve. Voilà, on dit c'est la réserve. C'est pas un autre conduit, c'est pas un autre circuit pour la réserve. On est sur le même réservoir. Donc, logiquement, il n'y a pas de cause à effet. Pourquoi déjà les techniciens, les mécaniciens, je ne sais même pas si on peut parler de mécaniciens dans ce cas-là, hein, franchement, pourquoi ils sont allés directement vérifier quelque chose qui logiquement ne doit pas être la cause, ou c'est une cause improbable. Bon, peu importe. Ils avaient déjà perdu une semaine, c'était pas ça, donc ils se sont mis à chercher ailleurs. Le problème, c'est que la valise, je pense, et ça ils ne l'ont pas vraiment avoué, ils ne l'ont pas dit à Christian, mais je ne pense pas qu'avec la valise, ils ont pu déceler le problème. Je ne pense pas que la valise ait pu leur donner le vrai problème. Au départ, sans avoir mesuré la pression, je ne sais pas comment ils font, hein, ils décrètent que c'est la pression qui n'est pas bonne. Donc la pression n'est pas bonne, on en change un régulateur de pression, on change... ça, je te dis ça, je te relate ça là sur quelques minutes, mais ça s'est passé sur plusieurs semaines. Ils commencent à faire le régulateur de pression, c'est pas le régulateur de pression, alors ils disent ça doit être la pompe à carburant, ils remplacent la pompe à carburant, 900 balles au passage, hein. 900 plus une autre pièce, il y en a pour 1100 balles, c'est pas grave. Hein, maintenant la pompe est neuve, c'est toujours pas ça, mais on laisse la pompe dedans. Hein. À partir du moment où tu as changé une pièce, c'est fini. Le propriétaire est obligé de la payer en fait, hein, c'est ce qu'on a compris après. Bon, ils cherchent sans chercher, enfin ils auraient passé une centaine d'heures apparemment. Et toutes ces petites recherches, toutes ces choses qu'ils ont changé, ils ont changé plein de trucs. Ça marche toujours pas. La rampe commune, ils parlent de rampe commune, on va devoir changer la rampe commune. Bon, finalement, ils changent pas la rampe commune. Après, ils démontent les injecteurs, ils les envoient à contrôler. Le contrôle des injecteurs est réalisé par une boîte qui est spécialiste. On ne la connaît pas personnellement, mais apparemment, d'après ce qui a été relaté à Christian, c'est une boîte qui ne fait que ça. Ça veut dire que ils font du contrôle d'injecteur, ils font de la remise en état d'injecteur. Donc, au moment où ils font ce contrôle, ça dure encore perpète. Ils récupèrent les injecteurs, il n'y a aucun problème sur les injecteurs, ils remontent les injecteurs, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Est-ce que réellement ils ont fait ce qu'ils ont dit? Est-ce que réellement ils ont testé ces injecteurs, ils ont fait tester ces injecteurs? C'est tout au moins ce qui a été rapporté à Christian, et on suppose que c'est la réalité. Bon. Il se passe 5 mois et demi où le véhicule est au garage. Il parle même de démonter le moteur parce qu'il n'arrive pas à accéder correctement sur le haut du moteur pour démonter les choses. Apparemment, ils ont dû casser une bougie de préchauffage parce qu'ils ont changé une bougie de préchauffage. Ils décident, en tout dernier lieu, de remplacer les injecteurs qui ont déjà été contrôlés. C'est là où j'arrive pas à saisir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que ça servirait à rien de... Est-ce que de faire contrôler des injecteurs, ça ne sert à rien? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils remplacent les 6 injecteurs à 400 € le bout. 400 € pièce, sans les joints, sans les trucs et tout. Hein. Voilà. Ils remplacent toutes les canalisations. Ils remplacent les tuyaux de dépression, ils remontent et ça marche au bout de 5 mois et demi. Je te laisse imaginer l'inquiétude de Christian pour son véhicule. Alors nous, le véhicule, on l'a vendu en fait. Il n'a pas été livré à son nouveau propriétaire et il a bien, le futur propriétaire, il a préféré attendre parce qu'il avait vraiment accroché sur ce véhicule et il veut ce véhicule. Donc il a attendu. C'est une énorme chance parce qu'il aurait pu se dédire et puis du coup on aurait dû retrouver un client. Bon. Il récupère son véhicule
Le voyant, alors ils ont fait les vidanges et tout, hein, ils ont tout refait, hein, l'entretien, tout a été fait. La vidange a été faite également, mais le tableau de bord n'a pas été remis à zéro. Ils n'ont pas remis l'entretien à zéro, par exemple, tu vois, voilà. Ça, c'est un... En fait, ne vous inquiétez pas, on a tout fait comme il faut et tout, sauf que le départ, le problème, le truc du départ, où c'était juste au départ un problème de voyant qui était allumé pour l'entretien, ben, ils l'ont même pas éteint, en fait. Ils l'ont même pas éteint. C'est en premier lieu, c'est pour ça que Christian avait pris contact avec Mercedes. Tu vois un peu? Bon. Alors, il y a quand même un soulagement, parce qu'enfin ce véhicule va pouvoir être livré à son propriétaire, à son futur propriétaire. Ce futur propriétaire bénéficie de tout un tas de choses qui ont été remplacées. Avant de venir à la suite et de te donner le clou du spectacle, je vais quand même te donner une idée du truc. C'est que la plupart des gens qui ont eu des problèmes avec un V6 Mercedes venaient de l'électronique. Voilà. Il y en a certains qui ont eu des problèmes de dépression, des tuyaux de dépression, des tout petits tuyaux qui permettent d'actionner des vannes ou des clapets, même des capteurs. Eh bien, quelquefois, ils se fendent avec le temps. Tu vois, un véhicule de 2007, on est quand même en 2024, il n'est pas tout récent. Donc ça, c'est les choses les plus plausibles. Et c'est les premières choses à regarder, puisque c'est des problèmes récurrents, relatés par les utilisateurs, dont Mercedes ne peut pas ignorer, c'est pas possible. Je vais te donner, moi, ma version. Je vais te dire ce que je pense qui s'est passé. En fait, ils sont tellement bidons. Ils ont fouillé de partout sans trouver. Peut-être qu'à un moment donné, au moment où ils ont remplacé les injecteurs, en même temps, ils ont décidé de remplacer ce qui est facturé, ce qu'ils auraient peut-être dû faire au début. Et du coup, bah oui, tu vas pas faire cadeau d'injecteur, tu vas pas faire cadeau d'une pompe qui fonctionnait. Tout ça, ça fonctionnait en fait. Tu vas pas en faire cadeau. Tu es bien obligé de justifier tout ce temps. Qu'est-ce que tu dis à ton patron en fait? Tu peux pas faire cadeau de tout ça. Il me dit, vous inquiétez pas, la main-d'œuvre, on vous la comptera pas. On va en parler. Donc avant de chercher sur les causes les plus plausibles qui reviennent d'une manière récurrente, ils vont dans des trucs, mais le véhicule fume pas. Le véhicule ne fume pas. Il tourne parfaitement rond, tu vois. Il y a quand même, quand un injecteur est en mauvais état, quand un injecteur ne fonctionne pas, bah, tu as ton véhicule qui tourne, tu sens que le V6 ne ronronne pas d'une manière normale. Si l'injecteur est pourri et qu'il pisse, eh bien ton véhicule fume. Enfin, il y a des symptômes quand même. Tu vois, là, il n'y a pas tout ça. Donc, en plus, on lui a plusieurs fois, Christian lui a plusieurs fois dit qu'on n'arrivait pas à accéder avec la valise à l'intérieur du système. On n'y arrivait pas. Et on n'arrivait pas à mettre l'entretien à zéro non plus avec la séquence de boutons qu'on doit normalement pouvoir utiliser. Parce que ça, ils n'ont pas le droit de s'offrir un monopole d'éteindre un voyant, tu vois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, il y avait quand même un problème, peut-être électronique. Je sais que dans ces années-là, il y a eu énormément de problèmes de connexion, hein, qui sont arrivés d'ailleurs jusqu'à 2011 chez Mercedes. 2012, 2011-2012, ça s'est réglé après. Il y avait énormément de problèmes électroniques à cette époque-là. Bon, la première chose à faire, ça aurait été de contrôler ça, je pense. Alors, je pense que par pur hasard, ils ont touché le point qui ne fonctionnait pas, et en remontant le tout, eh bien, le véhicule a fonctionné. Mais ce n'est pas dû au changement des injecteurs. C'est ma pensée, c'est ce que je pense. Ça, c'est difficile à l'éprouver. C'est vrai qu'il faut bien qu'ils justifient tout ce temps où ils ont travaillé comme des cuisiniers dans un atelier de mécanique. Excuse-moi. Hein. Au moment où Christian demande la douloureuse, bien sûr, il va devoir récupérer le véhicule. Hein. Tiens-toi bien. Soi-disant, on ne lui compte pas de main-d'œuvre, mais on lui compte des forfaits, en fait. Forfait ci, forfait là, forfait truc, forfait machin. Il y a 4 pages. Hein. Il y a 4 pages et il y a les pièces, bien sûr. Toutes les pièces qu'ils ont remplacées, qui n'étaient pas justifiées. Je te dis au passage que Christian n'a absolument rien signé. Pas d'ordre de réparation, de rien du tout. Hein, il n'a pas signé aucun papier.
On lui a remplacé tout ça, sans son accord bien sûr. On lui demande la modique somme de 9 900, quasiment 9 900 euros. TTC. C'est stratosphérique. Stratosphérique. Alors qu'est-ce qui se passe? Christian dit, pas possible, il m'appelle, tout, il m'envoie la copie de facture, je regarde tout ce qui a été fait, et en fait, il y a la moitié de pièces, à peu près, et il y a la moitié de main-d'œuvre déguisée, en forfait. Voilà. On ne vous comptera pas la main-d'œuvre. Voilà, vous inquiétez pas, non, vous inquiétez. En fait, Christian a dû entendre, vous inquiétez pas, je pense, une bonne centaine de fois pendant 5 mois et demi, en fait. Hein. Vous inquiétez pas, on va trouver, vous inquiétez pas, c'est bientôt, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Voilà, tu t'inquiètes pas, c'est toi qui payes, de toute façon, hein, donc t'as pas à t'inquiéter, au final, tu vas te prendre une douille. C'est ça que ça veut dire. Sur un véhicule de 2007, hein, je te le rappelle, hein, sur un V6 qui est censé être fiable, sur lequel normalement t'as pas ce type de problème, ben voilà. Alors, Christian va voir le garage hein, pour aller récupérer le véhicule, bien sûr. Et bien sûr, il discute le prix. Il dit, écoutez, moi, je m'attendais à la limite jusqu'à 5 000 euros, j'aurais pu le concevoir. Mais ce prix-là, non, c'est pas possible. Ah, mais monsieur, on peut rien faire. Il insiste, on peut toujours rien faire. Il dit que quand même, vous m'avez dit que vous ne comptiez pas la main-d'œuvre, regardez tout ce que vous m'avez mis, vous ne marquez pas des heures de main-d'œuvre, mais regardez un peu. Parce que si on avait compté toutes les heures, ça lui aurait coûté 20 000 euros. 20 000 euros. À 20 000 euros, tu t'achètes un moteur neuf et tu le mets dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont changé 6 injecteurs, une pompe à carburant, quelques tuyaux, non mais, et un capteur de pression. Il faut arrêter de déconner quand même là. Là, c'est stratosphérique. Alors, je veux bien que Mercedes se soit hors de prix au niveau de l'entretien, mais là quand même. Voilà donc où je voulais en venir. Alors la concession, la concession Mercedes, c'est une concession poids lourd. Hein. Ça fait partie d'un groupe important qui commence par Baye et qui finit par Car. Voilà. Pour pas te les citer carrément. Hein, voilà. C'est Toulon. Hein, voilà. Bon. Alors comment faire la suite de tout ça? Là, on est après la livraison. Le nouveau propriétaire récupère son véhicule, tout va bien. Il s'arrête à la première station pour faire le plein. Il met le carburant dans le réservoir, et là, il y a du carburant qui coule en dessous du réservoir. En fait, ils ont démonté le réservoir. Pour changer la pompe, forcément, parce qu'elle n'est pas accessible de l'intérieur. Et ils ont certainement omis de serrer la goulotte. Il y a une goulotte, donc tu as un remplissage du carburant, comme sur tous les camping-cars, hein, souvent côté chauffeur, et le réservoir est réuni avec un tuyau. Et ce tuyau, en fait, le carburant coulait par terre. Voilà. Ça montre un petit peu l'efficacité des phénomènes. Le véhicule est rentré chez Mercedes, parce que Mercedes a dit non, mais on le prend en charge, venez. Et puis après, ils n'ont pas envoyé de dépanneuse. Hein, donc, heureusement, ça roulait en fait. Hein, à partir du moment où tu arrêtes de remplir, oui, ça s'arrête de couler. Hein. Ça faisait un goutte à goutte, mais c'est normal, il reste du carburant un peu dans le tuyau et tout. Donc, ils sont rentrés avec la réserve. Il y avait un peu plus de la réserve. Ils sont rentrés chez Mercedes. Mercedes l'a pris en charge. On est désolé. Donc voilà, ils ont remis la goulotte et le véhicule repart sans problème. Tout simplement pour dire qu'ils finissent le travail, mais il y a quand même de la négligence. Alors il y a des choses, heureusement, ça marche ou ça marche pas. Quand tu remontes par exemple tout le système haute pression, s'il y a une fuite, elle se fait tout de suite. Ça veut dire que le carburant il va gicler partout. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude sur le reste, parce que sinon il y aurait une défaillance au niveau du fonctionnement. Mais sur des choses comme ça en périphérique, comme la goulotte, c'est quand même scandaleux. Ça sort de chez Mercedes. En fait, quand tu achètes un véhicule chez Mercedes, tu es déjà préparé à payer plus cher l'entretien. Mais tu penses rentrer dans un niveau supérieur, en fait. Tu penses que ton véhicule, les gens qui vont s'en occuper, ce sera de vrais techniciens très compétents. Et au final, tu te retrouves avec des baltringues, des gens qui sont pires que si tu vas faire ton entretien dans une chaîne de commerce d'accessoires. C'est scandaleux. Alors, quelle est
la démarche, aujourd'hui, si tu es dans un cas comme ça, à partir du moment où tu n'as rien signé, tu n'as pas accepté, parce que là, la plupart du temps, on te fait signer un ordre de réparation. Pas d'ordre de réparation, rien. Aucun accord du propriétaire du véhicule lorsqu'une pièce est remplacée. Aucun accord. Non-récupération des pièces à la fin. Les pièces ont été jetées, soi-disant. Des pièces qui fonctionnent, tu les jettes à la poubelle? Je sais pas, je comprends pas. Il y a déjà des gros manquements. Des gros manquements. En fait, chaque intervention, logiquement, doit faire l'objet d'un ordre de réparation signé par son propriétaire. Et c'est là où c'est important. Lorsque tu achètes un véhicule, demande toujours à avoir l'assistance juridique dans ton contrat. Toujours. Parce que quelquefois, on ne te la propose pas. Ou on ne te la met pas automatiquement. Et si on ne te la met pas automatiquement, le jour où tu as un problème comme ça, tu n'as pas de repère, en fait. Autre que celle de prendre un avocat. Donc là, avant d'aller avec un avocat devant la justice, eh bien, tu peux avoir une assistance juridique qui va t'aiguiller, qui va te dire la manière dont tu dois gérer le problème. Donc, l'assistance juridique, qu'est-ce qu'elle va te conseiller? Elle va te conseiller, au moment où tu as récupéré ton véhicule, de faire une lettre recommandée avec accusé de réception qui précise tous les faits. Et tu demandes le remboursement intégral. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, faut pas rêver. Hein, ils ne vont pas, par une lettre recommandée, tout de suite derrière. Mais en attendant, ça va les inquiéter. Si ça doit aller plus loin, bah ça va plus loin. Tu prends un avocat, c'est eux qui vont payer de toute façon. Voilà, de toute façon, ils sont dans leur tort. Voilà comment il faut opérer. Tu ne peux pas te laisser manipuler et te laisser jeter comme ça du pognon par les fenêtres. Hein, tu jettes des billets de 500 € qui s'envolent. Il faut arrêter les conneries là. Hein. Déjà, je te déconseille formellement de te tourner vers ce type de garage dans cette chaîne ou dans d'autres. Hein. Moi, la Mercedes qui est sortie de je sais plus où là, en Bretagne, là, pareil, hein, ils changent une vanne EGR et puis la voiture elle marche pas quoi. Tu vois, la vanne EGR elle est toujours en erreur. La vanne EGR est neuve. Tu y retournes parce que le voyant est allumé, hein, c'est ce que l'ancien propriétaire avait fait. On lui dit « Ah oui, on a oublié d'éteindre le voyant », ils éteignent le voyant, il se rallume, vrai. Hein, ils le savent très bien, il avait éteint le voyant, mais il s'est rallumé en fait. C'est d'une incompétence incroyable. Alors aujourd'hui, ben oui, tu achètes des véhicules neufs, un châssis Mercedes, tu vas aller l'entretenir chez Mercedes. Sinon, c'est pas la peine, tu vois. Au moment où tu vas avoir un problème, un grave problème, ils vont te dire « Oui, mais monsieur, il n'est pas entretenu chez nous », tu vois. C'est comme ça qu'ils vont se défendre. Donc tu es obligé quasiment de faire l'entretien chez Mercedes pour un véhicule neuf. Tu ne peux pas faire autrement en fait. On passe maintenant à la suite, on passe au moteur qu'il faut éviter. J'ai eu l'occasion de consulter les forums avec les problèmes relatés, des problèmes relatés chez Mercedes sur le Sprinter. Tu en as une tonne. Alors, je vais en venir maintenant aux moteurs qui vont équiper et qui équipent déjà les nouveaux camping-cars. On était sur du 3 litres là, je te le rappelle. Aujourd'hui, le moteur Mercedes, on a vu que la plupart des véhicules pendant le salon qui se positionnaient un peu en haut de gamme, ils passaient sur du Mercedes. Du Mercedes 2 litres, 150 ou 170 chevaux. Le premier point, c'est les véhicules haut de gamme. Donc on va dire, si tu achètes un véhicule haut de gamme, tu dois avoir les moyens de faire l'entretien haut de gamme aussi. Hein. Donc si tu fais ton entretien chez Mercedes, ça va te coûter très cher en fait. Ça coûte très cher. L'entretien chez Mercedes, ça coûte très cher. Et en plus, tu as affaire à des incompétents. C'est ça le plus désastreux. Je ne vais pas faire une généralité nationale, mais il faut reconnaître quand même que quand tu payes plus cher, tu es encore moins enclin à accepter l'amateurisme. Ce moteur 2 litres Mercedes, qui équipe déjà les Sprinters, il y a énormément d'utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de ce moteur, qui ne sont pas satisfaits de ce que fait Mercedes aujourd'hui. Autant dans l'automobile que chez les utilitaires. D'ailleurs, à ce propos, si tu regardes un peu les différents forums, il y a eu énormément de campagnes de rappel, parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Voilà. Donc il y a eu des campagnes de rappel au niveau européen sur le Sprinter, parce qu'il y avait des malfaçons, il y avait des choses qui étaient mal conçues et qui ne marchaient pas. Passer sur un camping-car poids lourd qui pèse 5 tonnes et demie ou voilà, environ 5 tonnes et demie, 6 tonnes et être équipé d'un moteur 2 litres, 150 voire 170 chevaux, franchement je le sens pas bien, tu vois, je le sens pas bien.
Moi, je pense que c'est pas très raisonnable. C'était des 2,2 litres il y a 2 ans en arrière, je crois. Là, on est à 2 litres. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la route. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner à l'utilisation. Je ne pense pas que ce soit exceptionnel. Je vais en profiter pour te parler des châssis Ford, puisque j'ai eu un message qui disait que qui ne comprenait pas. Il y a une personne qui ne comprenait pas pourquoi tout le monde était contre Ford. Pourquoi on disait autant de mal de Ford, que lui, il avait un Ford et il était très content. Alors, jusqu'à 2016, on avait le moteur Puma, qui était un 2,2 litres, qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, le moteur Puma, qu'est-ce qui se passait? Tu as des injecteurs qui se désagrègent, ils font une espèce de poussière métallique merdique, des pistons ou des jupes de pistons qui sont une faiblesse sur ce véhicule. C'est un moteur à chaîne de distribution, pardon. Au moment où le problème se manifeste, c'est une composition de problèmes. C'est plusieurs problèmes additionnés. Eh bien, ton moteur pète. Voilà, il pète. Mais il explose. C'est souvent le cas. Alors, il y a des gens qui roulent en utilitaire qui disent non, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Parce que l'utilitaire, en fait, il n'a pas la même prise au vent qu'un camping-car et tu ne le charges pas à 3,5 tonnes perpétuellement. Le camping-car, lui, il est chargé jusqu'à la gueule, tout le temps, obligatoirement, parce que tu n'as pas de charge utile. Et en plus, il a une prise au vent qui est très importante. Donc, forcément, on a le moteur qui est beaucoup plus sollicité. En étant plus sollicité et en ayant ces problèmes de conception, eh bien, ton moteur explose. Et ça, tu regardes les forums, il y en a plein. D'ailleurs, tu vois beaucoup de véhicules sur le marché de l'occasion qui ont 50 000 km et qui ont un moteur neuf. Au moment où la personne a eu son problème de moteur, elle revend le véhicule. Le moteur est neuf, elle revend le véhicule. Voilà, tout simplement. Dans une partie des cas, Ford refusait la garantie. Refusait la garantie en disant que l'utilisation n'était pas bonne. T'as qu'à voir. Bon. 2016, on sort un nouveau moteur. Le EcoBlue, je crois, un truc comme ça, EcoBlue. Et là, on revendique chez Ford un moteur beaucoup plus fiable, beaucoup plus fiable. En fait, on revendique que le système de courroie à bain d'huile, parce que c'est le courroie qui baigne dans l'huile en fait, ce système de courroie à bain d'huile apporte 10% de mieux qu'une chaîne de distribution. En fiabilité. Fiabilité de la chaîne de distribution chez Ford, c'était déjà pas la joie hein, avec leurs problèmes. Bon, passons. On va faire comme si on leur laissait une chance. Et là maintenant, c'est assez récent parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont regroupés. On commence à voir l'ombre d'un procès contre Ford avec ces moteurs, donc 2 litres hein, maintenant, hein, puisque c'est fini le 2,2 litres, on est passé à 2 litres, qui ont un problème avec cette courroie de distribution qui trempe dans l'huile. Voilà. Et pourquoi ils ont un problème? Parce qu'il semblerait que sur certaines unités, on ait du gasoil ou du carburant qui passe dans l'huile. Alors, elle passerait dans l'huile, il y a des causes multiples, mais on n'a pas vraiment la cause aujourd'hui. Hein. C'est toujours un petit peu, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a personne qui arrive vraiment à savoir d'où ça vient. Il y a des bruits qui courent que ce serait la segmentation qui laisserait passer du carburant. Et que le carburant dans l'huile viendrait faire gonfler la courroie. Cette courroie, elle a 2 solutions ensuite. Elle se désagrège progressivement et elle vient boucher la pompe à huile. Ça, c'est la première cause de casse parce que tu arrives à une casse de moteur. Et la deuxième cause, c'est la courroie de distribution qui explose, qui pète. Voilà. Elle pète et ton moteur explose, encore une fois. Et tu te retrouves avec un moteur à changer. Voilà ce que je peux te dire sur les nouveaux moteurs qui sont donc sortis, qui s'appellent plus moteur Puma depuis 2016, hein, depuis 2016, donc sur les modèles 2017 à mon avis, de 2017 jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi je suis assez corrosif et pas très sympa avec les véhicules motorisés par Ford. C'est d'autant plus dommage qu'on a une présentation sympathique. Franchement, il a une bonne bouille, le Ford. Il a un tableau de bord qui est très flatteur pour un utilitaire. Et quand c'est monté dans un camping-car, bah c'est super, c'est très joli. On a des puissances qui sont au-dessus, souvent, de ce que fait la concurrence. On a une bonne puissance pour une cylindrée moindre, donc c'est plutôt positif.
le mauvais côté, c'est que ça pète. Alors, on estime sur un utilitaire, et pas sur un camping-car, on estime le problème, on estime que le problème apparaît entre 70 et 120 000. Entre 70 000 km et 120 000 km. Donc, en bon égoïste que l'utilisateur peut être, eh bien, il vendrait son véhicule avant cette échéance, il aurait peut-être pas le problème. Hein. Il échapperait peut-être au problème, il le donnerait à celui qui vient derrière, tu vois. Tu comprends pourquoi sur le marché de l'occasion, il faut les éviter comme de la peste. Voilà. C'est en fait, ce véhicule, je vais te dire, ce Ford, voilà comment moi je vois l'achat d'un véhicule, d'un camping-car, sans se soucier de la fiabilité. Tu le prends, neuf, et tu le gardes le temps de la garantie constructeur, moteur. Hein, le temps de la garantie constructeur du châssis. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de financement avec extension de garantie. Lis bien entre les lignes, hein, parce que ça, c'est des assurances en fait. C'est pas la société de financement qui te donne la garantie. C'est des assurances. Tu achètes, en fait, tu payes une assurance. Et cette assurance-là, elle n'est pas valable pour tout, en fait. Tu as des plafonds. Tu ne peux pas tout faire. On ne te garantit pas tout le véhicule. Fais bien attention à ça. Donc, pour moi, la garantie qui prime, c'est celle du constructeur. Et dans le cas d'un châssis, eh bien, c'est celle voilà, Ford, par exemple, ou Mercedes, ou peu importe. Hein. Tout en sachant quand même qu'un véhicule qui n'a pas été entretenu dans le réseau, tu peux perdre la garantie, hein, attention. Alors, je sais qu'il y a des règles qui sont passées aujourd'hui, mais voilà, on peut te trouver des problèmes où il n'y en a pas. Si tu as toujours entretenu ton véhicule chez le constructeur, ben là, oui, tu es plus ou moins tranquille pour faire valoir cette fameuse garantie. On dit, oui, mais Fiat aussi a des problèmes. Oh, oui, Fiat a des problèmes aussi, hein, je te rassure. Fiat a des problèmes et a de gros problèmes par rapport à l'adoption du système AdBlue dans ces véhicules qui est venu beaucoup plus tard que les autres. Donc ils essuient les plâtres. De toute façon, et je pense que ça, un concessionnaire devrait te le dire d'autorité, mais il ne veut pas te le dire. Parce que quelque part, il est obligé de dire que tu es obligé d'ajouter de l'AdBlue dans le véhicule. Et comme l'AdBlue a une mauvaise publicité, ben on n'aime pas trop en parler. Le véhicule équipé d'AdBlue, il faut impérativement lui ajouter de l'additif anticristallisant. Impérativement. Voilà. Ça, c'est impératif. Si tu ne le fais pas et que tu utilises ton véhicule occasionnellement, et c'est un peu le cas de l'utilisation d'un camping-car, tu auras les problèmes d'AdBlue, forcément, sur n'importe quelle marque. Sur le Sprinter, d'ailleurs, ça fait légion. Hein. C'est pareil, on parle de Ford, mais on parle de Fiat, mais c'est quasiment toutes les marques aujourd'hui qui sont touchées par cette merde d'AdBlue, hein, de système AdBlue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent le risque, c'est un risque, ils prennent le risque de le désactiver. Alors c'est vrai que tu ne peux pas désactiver un système d'AdBlue, tu n'as pas le droit, c'est pas légal. Et le deuxième point, c'est que si tu désactives ton système AdBlue, tu perds la garantie constructeur. Donc il faut faire très attention à ça. Alors ensuite, on s'est arrêté chez Carthago notamment. Et alors ce que je trouve plutôt sympa, c'est que Carthago propose un châssis Iveco sur quelques modèles en fait. Hein. Il y a des modèles sur lesquels tu peux choisir le châssis Fiat, le moteur Fiat ou le moteur Iveco. Et le moteur Iveco, lui, c'est le seul aujourd'hui qui reste en 3 litres. Alors pour combien de temps encore? On ne sait pas. Toujours est-il que là, il devait changer ce moteur et puis qu'on se rend compte que là, on peut toujours rouler en 3 litres. Donc ils ont dû, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, hein, parce que pour passer l'Euro 6, c'est un peu compliqué quand même avec des gros moteurs. Mais bon, eux, ils restent sur un moteur 3 litres. La seule vraie bonne alternative lorsque tu achètes un véhicule qui vaut plus de 200 000 balles quand même, hein, quelquefois, sur du haut de gamme, c'est d'au moins avoir une mécanique noble qui cadre avec ton véhicule, quoi, hein. De se retrouver avec un 2 litres sur un véhicule haut de gamme, c'est un véhicule que tu mets 270 000 ou 300 000 balles dedans, et puis que dedans, tu as un 2 litres Mercedes. Hein. Alors je disais, je préfère Mercedes que Fiat, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, tu vois. Je suis même pas sûr que ce soit un bon choix. Donc les vraies alternatives aujourd'hui et les moteurs qui te donneront le moins de problèmes, même s'il y en a quand même, hein, c'est la base Iveco en fait. Sur l'utilitaire, hein, je m'entends. Hein. Je pense que sur les délits, avec le moteur 3 litres, tu as quand même moins de problèmes que sur un Mercedes qui fait 2 litres. Il faudrait pour ça, dans la mesure, c'est toujours pareil, dans la mesure où le volume n'est pas assez important, il n'y en a pas assez des véhicules qui circulent, c'est difficile d'avoir des informations
c'est très difficile de savoir exactement si c'est fiable ou pas. On a eu écho sur quelques voitures, quelques véhicules d'expédition qui ont été équipés. Il y a des problèmes récurrents hein, sur les 4x4 notamment, avec les boîtes de transfert, etc. Mais sur la motorisation, j'ai pas entendu beaucoup de problèmes sur le 3 litres. Ça n'est pas arrivé à mes oreilles, alors peut-être que c'est arrivé, ce serait bien qu'on le sache. Hein, s'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, qui les relatent dans les commentaires, ça peut servir à la communauté. Mais j'ai entendu peu de problèmes par rapport à ce qu'on peut entendre sur les autres marques. Hein, les champions du monde, ça reste Ford. Hein. Ça, c'est les champions du monde des problèmes, hein, c'est clair. Et là, c'est avec la nouvelle motorisation depuis 2016, c'est la même chose. Il n'y a rien de changé. Chez Mercedes, jusqu'à présent, ils n'étaient pas trop dans le camping-car en fait. Hein. On les voyait plutôt sur les liners, sur les gros véhicules, mais sur des véhicules comme le Adria ou comme les Niesman Bischoff, c'est assez récent. Donc on va voir un peu, parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur un sprinter, hein, là. On est sur un gros volume, avec du poids perpétuellement dedans. Donc le véhicule est toujours à son maximum, hein, il doit toujours rendre le maximum. Et quand on est sur un 2 litres, ça me fait un peu penser aux Audi S1, tu vois, les petites Audi A1 qu'on équipe avec un moteur de 136 chevaux, avec un gros turbo et qui fonctionne, qui marche, mais comme une fusée. C'est un véhicule qui a une faible durée de vie, une faible durée d'existence. Tu vois, le moteur à 75-80 000 km, il y en a, ils disent le moteur il est rincé, quoi. Il en a marre, il en prend plein la gueule. Alors il y en a certains, ceux qui l'utilisent comme une voiture normale, peut-être que ça dure un petit peu plus longtemps, mais le moteur est beaucoup plus sollicité, il tourne beaucoup plus vite. Forcément, il ne va pas avoir la même longévité qu'un moteur avec une cylindrée plus importante, hein, c'est normal. Et quand on fait un achat à ce prix, parce que c'est pas donné quand même, hein, quand tu mets 250 ou 300 000 balles dans un véhicule, je pense qu'il faut s'inquiéter de savoir ce que tu as sous le capot. C'est dommage, tu vois, par exemple, que le Arto 88, ils ne le font pas sur Iveco également. Que tu ne puisses pas choisir si tu veux ce fameux 2 litres Mercedes ou si tu préfères avoir un 3 litres Iveco, par exemple. Hein, ils le font sur le 920, tu as l'Iveco, mais sur les petits, tu te retrouves avec sur un Arto 88, tu te retrouves avec un moteur clairement insuffisant. Le prétexte vraiment de faire cette vidéo, ça a été les problèmes de Christian avec son véhicule Mercedes. Je sais que vous êtes très nombreux, hein, sans dire que c'est en proportion, hein, voilà, c'est infime par rapport au nombre d'utilisateurs de camping-car, mais je sais que vous êtes très nombreux à avoir des problèmes mécaniques, hein, sur les nouveaux véhicules. Donc n'hésitez pas à les relater dans les commentaires, parce que ça va servir à beaucoup. Hein. Il y en a certains qui n'ont pas de problème aussi, attention. Hein. C'est pas non plus des généralités, mais voilà, il faut reconnaître quand même qu'il y a des gens qui ont pris des Fiat, hein, je le dis, hein, tout neuf, sortis chez le concessionnaire, qui avaient déjà des problèmes de pompe à déblou. En fait, les véhicules ont tourné un peu, on les a arrêtés, ils sont restés stockés, et puis oui, les pompes là, ça cristallise. Le problème, c'est que s'ils restent trop longtemps stockés et que le liquide, la pompe ne tourne pas, le liquide, oui, il fait c'est incroyable, parce que quand on fait couler par terre, moi je l'ai vu beaucoup dans le poids lourd, ça fait comme une espèce en effet, des cristaux, tu vois, ça fait blanc comme une neige blanche, et tout ça, ça vient boucher la pompe. Et ça, le B.A.B.A, c'est vraiment d'utiliser un anticristallisant qui va te faire encore des frais, bien sûr, hein, parce que déjà, la déblue, il faut le payer, tu as le carburant, tu as la déblue, et maintenant, tu as un additif à la déblue, qui pourrait être directement dans la déblue, en fait. Hein. Mais non, il vaut mieux le mettre à côté, il n'est pas revendu par les mêmes boîtes, comme ça, comme ça tu crées une économie, en fait. Tu crées une économie, c'est ça qui est formidable, c'est que... Les garages, à chaque fois que tu viens, qu'il y a un problème d'AdBlue, ça fait une manne d'argent. Hein. Quand tu es garanti, soit, et encore, quand tu n'es pas garanti, tu donnes ton pognon à une concession, hein, à un atelier mécanique. Voilà. Désolé. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo t'aura servi, que les expériences de Christian vont te servir également. En clair, évite, quand tu as un problème comme ça, évite la concession, hein, il vaut mieux aller ailleurs. Hein.
Parce que là, c'est pas possible. Hein. Il y a des gens qui connaissent bien ces moteurs et qui trouvent les pannes sans avoir des dépenses comme celles qui ont été faites. Je suis quasiment certain que si je l'avais eu moi, le véhicule chez moi, j'aurais pris le temps, j'aurais trouvé le petit problème minime qu'il devait y avoir sur le véhicule. J'aurais tout débranché, j'aurais tout rebranché, j'aurais mis de l'anti-humidité dans les connexions, j'aurais vérifié tous les tuyaux de dépression, je les aurais changés, j'aurais mis du neuf. Et peut-être que le véhicule, il serait reparti sans problème. Certainement d'ailleurs. Certainement. Voilà. À tout bientôt la famille. Ciao. Regret it all when I think